à mon nom personnel et au nom de toute l'équipe du repos Saint-François d'Assise, à vous exprimer nos chaleureux mots de bienvenue à la présente soirée rencontre sur le deuil. Et juste à titre informatif pour vous, la prochaine rencontre soirée sur le deuil devrait avoir lieu au mois de septembre prochain. Cependant, il y aura des activités qui auront lieu tout au long de l'été et nous vous invitons à consulter régulièrement notre site web infodeuil.ca. Donc nous avons des annonces des événements qui se font graduellement. Okay? Puis sur ce, sans plus tarder, je vais céder la parole à Joanne de Montigny et je vous souhaite in fine une très bonne soirée. Alors, bonsoir et bienvenue à vous tous et toutes ici dans cette belle salle et à vous tous et toutes à la maison. C'est vraiment heureux de vous voir nombreux et de vous accueillir. Et ce soir, moi, je suis très, très heureuse aussi. Mon cœur est plein de joie, Nathalie, parce que j'ai eu l'occasion de travailler presque avec elle. En tout cas, on s'est côtoyé un peu dans les années 97. Et je pense que ce soir, Nathalie, elle va nous offrir le cadeau d'un très beau témoignage et d'un très beau parcours, pas toujours facile, mais ce qu'elle en fait, c'est ça qui est extraordinaire à mon avis. Alors, je vous la présente parce que ça vaut la peine de nommer son parcours. D'abord, elle détient une maîtrise en musicothérapie de l'Université Drexel à Philadelphie. Elle a travaillé 9 ans en soins palliatifs à l'hôpital général juif, ainsi qu'à 3 reprises au Centre universitaire de santé McGill. C'est là qu'on s'est connus, hein, dans ces moments-là. Pionnière et avant-gardiste dans sa profession, elle a contribué à l'implantation de la musicothérapie en oncologie pédiatrique au CHU Sainte-Justine, où elle a travaillé là-bas pendant 18 ans. Elle a été chargée de cours à l'UQAM. Elle a également enseigné le violon pendant 30 ans. C'est pas rien, hein? Et puis, Nathalie a toujours eu à cœur, et ça, je le confirme, l'humanisation des soins. Retraitée depuis 2 ans, hey, t'es dans mon club. Oui, elle aspire à poursuivre sa contribution à la communauté en donnant des conférences. Et nous avons l'honneur, donc, de la recevoir ce soir. C'est vraiment un honneur de t'accueillir ici. Et puis, je vous présente du même souffle son conjoint, compagnon, Michel, qui l'accompagne pour le déplacement, puis pour le soutien moral, le soutien du cœur. Tout y est. Hein? Alors, je vais vous inviter à vous joindre donc à nous tous. J'avais chaud, mais là, j'ai froid. Ce soir, je vais vous raconter une histoire, mon histoire. Tel un fin tissage à travers mes pertes, la musique m'a toujours permis de donner un sens à ma vie. Nous allons ensemble faire une incursion dans mon parcours personnel de ma naissance à aujourd'hui. À 18 ans, dans ma petite chambre d'étudiante, je faisais jouer une chanson que je laissais en fond sonore. Le soir, lorsque je revenais, cette chanson m'apportait un moment de quiétude. Plus tard, lors d'un cours universitaire, j'ai eu à analyser une chanson. Cette chanson de ma jeunesse m'est revenue à la conscience. Les paroles ont fait émerger mon histoire de vie à ses débuts. Avant d'écouter cette fameuse chanson, nous allons regarder ensemble le contexte de ma naissance. Ma mère biologique était atteinte d'un cancer du côlon et elle a survécu 13 mois après m'avoir mise au monde.
Donc, je suis née prématurément à 30 semaines. J'ai développé une rétinopathie en raison de l'immaturité de mes yeux pour recevoir l'oxygène de l'incubateur. Les médecins disaient que je serais aveugle. Que d'émotions pour mes parents déjà éprouvés. Au fil du temps, mes parents adoptifs se sont rendus compte que je voyais. Le tout fut confirmé par un médecin de Sainte-Justine. J'avais conservé seulement une vision partielle à l'œil gauche. J'étais donc mi-voyante. Isabelle, ma sœur de 3 ans, mon aînée, et moi avons été adoptés par mon oncle et ma tante, soit la sœur de ma mère. Nous avons été accueillis dans une famille de 3 enfants qui nous ont accueillis avec amour. Mon père biologique est demeuré avec nous 3 ans, après quoi il s'est remarié. Je le voyais occasionnellement. Avant de mourir, ma mère biologique a dit à sa sœur, « Tu prendras soin de mes petites filles. » Mes parents ont fait preuve d'un amour inconditionnel et d'un dévouement sans borne pour me prodiguer les soins qui s'imposaient. Si on regarde la photo, vous me voyez sur l'épaule de ma mère adoptive. Voyez comment elle prend son rôle au sérieux. Elle est habillée d'un uniforme d'infirmière pour me protéger des microbes, moi qui attrapais tout au passage. Dans ce chevauchement de la vie et de la mort, moi, bébé naissant, et ma mère biologique gravement malade, mes parents ont été partagés entre une multitude d'émotions contraires. La joie, la peine, le bonheur, le malheur, l'espoir, le désespoir. Écoutons maintenant cette chanson de ma jeunesse pour l'amour d'un enfant, paroles et musique d'Yves Dutheil. Non, c'est pas la bonne. C'est plus tard. Pour l'amour d'un enfant, arrêtez le temps. Pour cela, une larme. Et pourtant, les chagrins de la nuit se sont évanouis. Le bonheur au fond des cœurs a fleuri. L'aventure laisse aux blessures un goût de miel. Quand l'amour au point du jour a dans ses ailes un morceau du ciel, un morceau du ciel. Les amis sont partis vivre au paradis. Leur silence est aussi dense que la nuit. Leur histoire dans nos mémoires est venue faire son lit.
en analysant le contenu des paroles de cette chanson, ce qui me venait, moi, c'est subjectif, c'est que lorsqu'il y a un petit bébé naissant, il y a beaucoup d'amour, donc il y a de la joie aussi. Je pense que dans les circonstances de ma mère gravement malade, ça a empêché mes parents adoptifs de verser complètement dans la peine. Hein? Ils avaient un petit peu qui pouvaient aller vers la joie. J'étais aussi, je crois, tu sais, quand on dit les chagrins de la nuit se sont évanouis, quand l'amour au point du cœur a jailli, donc c'est ça, il y avait de la joie. Et j'étais aussi comme une consolation, un baume. Hein, ça dit dans la chanson l'aventure laisse aux blessures un goût de miel. Je pense que c'était moi le petit goût de miel. Là. Puis quand on entend dans la chanson l'amour a dans ses ailes, je pense à ma mère qui est décédée, tu sais, les ailes, le ciel, le paradis. L'amour a dans ses ailes un morceau du ciel. J'étais ce morceau du ciel. À l'intérieur de moi, je crois que les gens qui avaient perdu ma mère voyaient à l'intérieur une petite partie de ma mère biologique. On me disait que je lui ressemblais beaucoup physiquement. Puis moi, de la manière dont ma mère adoptive m'a parlé, j'ai toujours eu ma mère en dedans de moi, ma mère biologique. Alors, chez moi, la mort de ma mère biologique dans ma famille, ce n'était pas un non-dit. Hein? Très jeune, j'ai été consciente que l'on était mortel et que j'avais une mère au ciel qui veillait sur moi et une mère à côté pour m'aimer. Et ma mère adoptive me parlait souvent de ma mère biologique, ce qui m'a permis de l'intérioriser. Elle a ainsi comblé ce vide intérieur qu'un enfant adopté peut ressentir. Comme le dit Yves Duteil dans sa chanson, « L'histoire dans nos mémoires est venue faire son nid ». À 18 mois, mes parents ont dû s'absenter pour une semaine. Mon frère Denis, âgé de 16 ans, a eu la responsabilité de me garder, me nourrir, me longer et surtout m'endormir. Alors, toutes les après-midi, aidé de son ami d'enfance, il me promenait en carrosse autour de la maison. Lorsque mes parents sont revenus au bout d'une semaine, il y avait des sillons dans le gazon. Mon frère avait tellement mis beaucoup de volonté que ces sillons-là sont restés jusqu'à la fin de l'été. Pendant mon enfance, il y avait de la musique à la maison. Mes parents chantaient et mon père jouait le piano. Ensemble, ils se composaient et écrivaient des chansons pour exprimer la peine d'avoir perdu des êtres chers, entre autres la mère de mon père. Le début de la chanson se lit comme suit. « Pourquoi faut-il ce soir, ô ma mère si belle, tu sois là sans me voir? Tu étais tout pour moi, pourquoi faut-il mourir? » Les paroles de cette chanson nous rappellent la réalité cruelle de perdre un être cher. Hein? Tu es là sans me voir. Ainsi que l'éternel questionnement du pourquoi. Pourquoi faut-il ce soir? Pourquoi faut-il mourir? À 15 ans, une hémorragie s'est déclarée dans mon œil droit. Par la suite, l'œil malade sympathisait avec l'œil sain et cela m'a rendue intolérante à la lumière. Alors, au bout de 3 mois, je voulais le laisser aller. Cet œil fut enlevé. Dans ma région, on aurait bien enlevé, bien fait, vite fait. J'étais un beau cas médical. Bonjour l'humanisation des soins. J'ai préféré retourner à Sainte-Justine, là où tout avait commencé pour moi avec mes yeux. Le docteur Croisetière avait toute ma confiance. Il n'a rien précipité et il m'a laissé le temps de m'y faire. Après la chirurgie, les médecins se préoccupaient beaucoup de l'œil sain, à savoir s'il demeurerait stable. Leurs craintes m'ont fait prendre conscience de la précarité de ma vision et l'insouciance de mon enfance est disparue par la même occasion. Il y eut aussi la part de l'inconnu
en lien avec le changement de l'image corporelle. Une visite à l'oculariste m'a rassurée, car j'ai pu voir les étapes de la fabrication d'une prothèse oculaire, ainsi que des photos de personnes qui en portaient. La première fois que j'ai porté ma prothèse, je me suis regardée dans le miroir. Je me trouvais belle. Une immense joie s'est emparée de moi, qui fut partagée avec mon père. On s'est mis tous les deux à pleurer. Mon père était un homme sensible, empathique et expressif, ce qui était peu habituel pour cette génération. Comme le disait Michel Sardou, entre les larmes et son sourire, il n'y avait pas de frontières. C'est tiré de la chanson « Il était là dans ce fauteuil », paroles et musique, paroles Michel Sardou et Pierre Delanoë. Mon père était très conscient des efforts que je mettais au quotidien en raison de mon handicap. Il me laissait donc décider de ce que je pouvais faire ou non. Un jour, il m'a dit « Si un matin, Nathalie, tu te réveilles et tu veux t'arrêter, tu peux. » Je percevais mon père comme étant vigilant, sans toutefois être surprotecteur. Il était fier de mes accomplissements. Lors de mon premier débat oratoire au secondaire, il était aux premières loges. Comme le dit Michel Sardou, il était là dans ce fauteuil, mon spectateur des premiers jours, comme un père débordant d'orgueil pour celui qui prenait son tour. Cette passion pour l'art oratoire m'a été transmise par ma mère. Je la revois encore au coin de la table de la cuisine en train d'écrire ses discours pour la Croix-Rouge. À 16 ans, je suis rentrée dans le local de mon professeur de violon et elle jouait l'alto. Un coup de foudre. J'ai été charmée par le son enveloppant, riche et mélancolique de cet instrument. Vous savez, devenir musicien, c'est le début d'un beau voyage intérieur. La musique fait partie de nous, de notre identité, de qui nous sommes. Elle est aussi une nourriture pour l'âme. J'avais 17 ans lorsque mon père est mort subitement d'un édème pulmonaire. J'ai enfoui les pleurs au fond de moi pendant plusieurs années, en raison de l'aspect traumatique et soudain de sa mort. Aujourd'hui, j'ai le souvenir de ce moment d'une impuissance mutuelle. Lui, étouffant, se sentant abandonné par son Dieu, et moi, comme observatrice, impuissante à pouvoir l'aider. C'est bon, c'est bon. Mes amis d'enfance, qui le sont encore aujourd'hui, je les ai faits par l'entremise de la musique. À l'été 1982, mon amie Monica m'a encouragée à venir au domaine Forget. À ce camp musical, il y avait un professeur d'alto vraiment intéressant, Monsieur Vérébèche. Pendant ce camp, je me suis sentie portée, tout me réussissait. Ainsi, à la fin, il m'a demandé pour aller étudier avec lui. À l'automne, j'ai quitté le Saguenay pour compléter mes études collégiales au Conservatoire de musique de Québec avec M. Vérébèche. Ce professeur juif avait fui les horreurs de la guerre. Il était humain. Il me laissait m'exprimer avec l'alto sans m'étouffer avec la technique. Les pièces aux sonorités, aux tonalités mineures et au tempo lent m'ont rejointe dans ma tristesse. Donc, en jouant ces pièces à l'alto, je pouvais exprimer la tristesse d'avoir perdu un œil ainsi que mon père. De retour à la maison, lorsque je venais visiter ma mère s'étendait sur son lit et elle me demandait de lui jouer tous les mouvements lents des suites pour violoncelle seul de Jean-Sébastien Bach, ainsi que le deuxième mouvement du concerto de Jean-Chrétien Bach. Pour elle, si c'était triste, c'était beau, elle aimait.
La tristesse, ma musique rejoignait la tristesse de ma mère, si grande elle était, d'avoir perdu subitement l'homme de sa vie, sa sœur, sa complice de tous les jours, ainsi que sa mère lorsqu'elle avait 18 ans. Avec l'alto, un cormier, qu'elle m'avait acheté, je pouvais lui jouer des pièces qui lui faisaient du bien. Ces mêmes pièces m'avaient rejoint dans ma propre tristesse lorsque je prenais mes cours avec M. Verébèche. Encore aujourd'hui, en jouant mon alto, j'ai l'impression de porter ma mère en moi. Je vais vous offrir le début du deuxième mouvement du concerto pour alto de Jean Chrétien Bach. Peut-être que cette pièce vous a rejoint aussi, vous, dans votre tristesse. Une seule pièce peut nous rejoindre tous individuellement, que ce soit vous dans l'assistance, moi ou ma mère. Chacun a sa tristesse qui lui est propre. Plus je progressais comme musicienne, plus il m'est devenu impossible d'apprendre toutes mes partitions de musique par cœur. Alors, je me suis donc présentée au Centre Louis Hébert de Québec, un centre de réadaptation en basse vision, avec mon alto et mes partitions sur leurs bras, en leur disant « Il faut trouver une façon que je puisse lire ma musique ». Jean-Paul Lachance, opticien en basse vision, m'a supporté pendant plusieurs années pour me garder voyante en me proposant diverses aides visuelles. Entre autres, à l'aide d'un petit télescope installé dans ma lunette, je pouvais lire au tableau dans les amphithéâtres universitaires ainsi que de jouer mes partitions à l'orchestre. Cela m'était d'un soutien psychologique inestimable parce que de nouveaux horizons s'ouvraient à moi tant sur le plan personnel que professionnel. Je mettais moins d'efforts pour franchir les obstacles. En fait, j'avais plus d'obstacles. Je me sentais outillée et en contrôle de la situation. Au fil des années, lorsque je venais à Québec au Centre Louis Hébert, ma sœur Isabelle et mon beau-frère Jean-Guy étaient toujours là, présents, bienvenants. Pour leur bienveillance, ils venaient me chercher au train, ils venaient me reconduire au centre de réadaptation. Et encore aujourd'hui, ils sont toujours présents et bienveillants à mon égard. Au bout de 2 ans, fin abrupte de M. Verébèche au Conservatoire de Québec. Cela m'a grandement attristée. Encore un deuil en soi. Cet homme était apparu dans ma vie peu de temps après la mort de mon père. Il avait son âge. Lui aussi croyait en mes possibilités. On aurait dit que mon père lui avait passé le flambeau pour que ce dernier m'amène à l'âge adulte. J'ai donc décidé de poursuivre mes études à l'Université McGill, où j'y ai complété un baccalauréat en musique. Je faisais partie de l'orchestre universitaire. Ma sœur Christiane et mon beau-frère René venaient souvent me voir jouer
en concert, pendant mes concerts d'orchestre. Et cela me réconfortait beaucoup, car je m'ennuyais énormément de mon père. J'aurais voulu qu'il soit là, assis dans la salle, à m'entendre jouer. Comme le dit Sardou dans sa chanson, dans le halo du projecteur, il venait s'asseoir tous les soirs comme tout autre spectateur, mais j'étais le seul à le voir. Un jour, mon amie Ghislaine est arrivée avec un livre sur la musicothérapie. Ce fut une révélation. Je venais de trouver la profession qui allait unir mes deux centres d'intérêt, soit le domaine de la santé et la musique. Par la suite, j'ai complété un baccalauréat en musicothérapie à l'UQAM. Si mon père avait été en vie, il aurait dit « Nathalie, tu fais des bacs au carré ». En 1991, dans ce même programme, j'ai créé un stage en musicothérapie auprès des enfants atteints de cancer à Sainte-Justine. J'ai sensibilisé le docteur Jocelyn Demers et la psychologue Suzanne Douanard à ce type d'intervention. Tous les trois, nous y avons cru et la musicothérapie a été implantée 13 ans plus tard. Madame Douanard a été mon mentor. J'ai donc pu profiter de son expertise comme psychologue médicale auprès des enfants. À sa suite, j'ai aussi eu la chance d'avoir les mentors Diane Spooner et Claire Lompré, qui eux aussi avaient cette spécialité et qui m'ont beaucoup conseillé et aidé. Au cours d'un stage à l'hôpital juif, Brian Heilblum, musicothérapeute, m'a supervisé. Il m'a aussi conseillé d'improviser sur mon alto à des fins personnelles. Je vais donc vous faire une petite improvisation qui va refléter un peu l'état d'âme dans lequel je me trouvais au début des années 90. Peut-être que cette petite improvisation vous a paru dissonante ou percutante à vos oreilles. Mais il y a aussi des événements de notre vie qui nous semblent contre nature et qui nous heurtent. En improvisant ici sur mon alto dans ces années, j'étais à même d'exprimer l'injustice de perdre de petits-enfants du cancer pendant mes stages, ainsi que d'avoir perdu mon père d'une mort subite. En 1992, j'ai rencontré l'anthropologue Luce Desognies lors d'études sur la mort. Son enseignement m'a confirmé que la mort pouvait aussi avoir un côté moins beau. J'ai donc poursuivi mon accompagnement dans les milieux de soins avec une objectivité accrue. Ah! J'ai oublié un petit quelque chose. Je reviens. Okay? On revient à l'improvisation, OK? Donc, j'ai pu exprimer... Oui. Tout à l'heure, on se remet dans l'improvisation. Dans cet espace, entre deux sons qui s'entrechoquent, n'est-ce pas? Ça s'entrechoquait un peu dans nos oreilles aussi. J'ai pu exprimer ce que je n'aurais su dire avec des mots. Pour reprendre l'expression de Mme Joanne de Montigny, l'indicible. En 1992, donc, on revient,
aux études sur la mort. Je l'ai fait. OK, c'est terminé. Ouais. Un jour, ma mère est arrivée et m'a dit, « Nathalie, aujourd'hui, on compose une chanson pour les enfants avec qui tu travailles qui ont le cancer. » OK. Elle avait elle-même été diagnostiquée d'un cancer du sein et opérée l'année précédente. Alors, la chanson va comme suit. Oh, garde-moi près de ton cœur, j'ai tant besoin d'un peu plus de chaleur. Oh, garde-moi près de ton cœur, je partirai oubliant mes douleurs. Petit enfant, au pas tremblant, ce n'est pas vivre ce qui m'arrive. Tout à coup, ma mère s'arrête. Elle dit, « C'est bien trop triste ce que je suis en train d'écrire là. On va terminer la chanson autrement. » Alors, oh, garde-moi près de ton cœur. Au lieu de je partirai oubliant mes douleurs, elle a mis je dormirai oubliant mes douleurs. Et au lieu de ce n'est pas vivre ce qui m'arrive, elle a mis je veux guérir car je veux vivre. Alors, vous voyez ici que pour ma mère, c'était plus sécurisant et moins confrontant de terminer la chanson avec la perspective de guérir plutôt que la perspective de mourir. En jouant avec les mots, elle a fait ce mouvement d'avant-arrière entre ces deux réalités afin de pouvoir approcher l'inconcevable à petits pas. On remarque aussi dans la chanson qu'elle utilise le pronom « je », comme si elle aussi s'identifiait aux enfants et leur cancer, ainsi qu'à leurs enjeux vie-mort. En regardant le contenu des paroles, « Oh, garde-moi près de ton cœur », on peut y voir un besoin de rapprochement, de proximité. Et « j'ai tant besoin d'un peu plus de chaleur », on peut y voir un besoin de tendresse. En janvier 1994, ma mère a été hospitalisée pendant 5 mois en raison de la progression de sa maladie. Moi et les autres membres de ma famille en avons pris soin. En juin 1994, j'ai été acceptée dans un programme de maîtrise à l'Université Drexel de Philadelphie. Connie Eisenberg, mon ancien mentor et professeur de l'UQAM, m'avait conseillé cet établissement et m'avait recommandé. Il y a un timing pour chacun dans la vie. Tu embarques dans le train ou bien il passe. Cet été-là, il y avait juste ma mère qui pouvait m'endosser pour une marge de crédit et elle était redevenue bien physiquement pour le faire. Avant que je quitte pour Philadelphie, elle m'a fait promettre de ne pas trop me fatiguer quand elle ne serait plus là. Elle m'a encouragée à poursuivre mes aspirations ainsi que de continuer d'aimer la vie comme je le faisais. Mes parents, ils m'ont toujours encouragée. Quand j'arrivais à la maison avec un projet ou une initiative, j'ai jamais entendu « Hein? D'un coup que? T'as pas peur? » On disait « Vas-y, t'es capable. » Je crois que le plus beau cadeau de vie que mes parents m'ont laissé, c'est d'avoir eu confiance en moi. Si vous avez jamais vu une fille déménager avec mes bagages à Philadelphie en 24 heures, c'est moi. Cet exploit fut réalisé avec ma sœur Martine et André. Si tu veux bouger vite, tu fais appel à cette femme d'action. Martine m'a aussi accompagnée pour plusieurs chirurgies, puis quand il fallait se retourner sur un dizaine en urgence, puis y aller, était là, on y allait. À l'Université Drexel, Paul Nolan, mon mentor, a été une figure importante dans mon parcours professionnel. Il a été très respectueux de mes connaissances comme clinicienne, à partir desquelles il cherchait toujours à m'amener plus loin dans mon domaine. La partie la plus difficile à écrire de cette présentation,
fut la période entourant la maladie de ma mère lors de son dernier Noël. En écrivant ces lignes, je vous avoue, j'y ai versé encore pas mal de larmes. J'étais venue de Philadelphie pendant le congé de Noël pour prendre soin de ma mère. C'est connu que le silence et la noirceur de la nuit apportent son lot d'insécurité et d'anxiété lorsqu'on est gravement malade. Ma mère était agitée et se levait beaucoup. J'ai donc décidé de m'étendre près d'elle et de l'étreindre. Elle se calmait et s'endormait pour un long moment. « Oh, garde-moi près de ton cœur, j'ai tant besoin d'un peu plus de chaleur. Oh, garde-moi près de ton cœur, je dormirai, oubliant mes douleurs. » C'est en écrivant ces lignes que j'ai fait le lien entre les paroles de la chanson de ma mère et je suis contente d'avoir compris le message et d'avoir pu lui donner ce besoin de proximité et de tendresse qu'elle a su exprimer dans cette chanson. Lorsqu'on est au chevet de notre mère malade ou d'un autre proche, on n'est pas un intervenant. On est juste un enfant. J'étais une enfant avec mes vulnérabilités, sans carapace pour me protéger. Ma mère, cette femme de tête si élégante, n'avait plus ses défenses ni son envergure d'antan. Ces petites morts symboliques s'imprègnent en nous et nous rappellent que la maladie suit irrémédiablement son parcours et que le sablier du temps s'écoule rapidement. Ma mère est décédée subitement après le congé de Noël, soit le 13 janvier 1995. De retour à Philadelphie, je m'éveillais et c'était une drôle de sensation de sentir que je n'avais plus d'attache. Je me sentais comme un électron libre dans l'univers. Sans point d'ancrage, j'étais un peu perdue. Étant loin, je n'ai pu participer à vider la maison familiale. J'ai eu beaucoup de difficultés à consolider cela dans ma tête. J'ai souvent rêvé qu'à maintes reprises, je tentais d'entrer dans ma maison d'enfance. Si j'avais pu participer à vider la maison, ce rite de passage m'aura aidé à réaliser que ma mère ne serait plus jamais dans cette maison et que cette maison ne serait plus jamais la mienne. Au cours des étés 1995 et 1996, j'ai eu des traitements à la rétine. Cela a retardé la fin de mes études de maîtrise. Après avoir complété mes 2 années de cours, je suis revenue à Montréal avec un mémoire à rédiger. Étant fauchée et pas mal fatiguée, je ne suis pas allée à ma graduation. Je l'ai bien regretté. Encore un rite de passage manqué qui m'aurait permis d'acquérir plus facilement ce sentiment de finitude à ces longues études et de couronner tous mes efforts. À la fin août 1996, Brian Heiblum, mon ancien superviseur d'internat, m'a informé de l'ouverture d'un emploi en musicothérapie à l'hôpital juif. Il m'a conseillé d'appliquer et il m'a recommandé. 2 semaines plus tard, je débutais mon premier emploi comme musicothérapeute en soins palliatifs à l'hôpital général juif de Montréal. Par la suite, tout s'est bousculé au niveau de l'emploi. J'étais au bon endroit, au bon moment. J'attrapais tout au passage. Donc, les années de la trentaine m'ont demandé beaucoup. J'ai bourlingué d'un hôpital à l'autre, en plus de superviser des étudiants. Et il m'a fallu 3 ans pour rédiger mon mémoire. Et le tout, la cerise sur le sundae, le tout était entrecoupé par des traitements sur la rétine qui se décollaient. 3 éléments de ma vie m'ont permis de passer au travers de ces années sans y laisser la santé. Il y a eu l'aide précieuse de mon amie Ghislaine pour éditer la langue anglaise de mon mémoire. Que d'heures passées à soupeser les mots. D'autres amis aussi nous ont aidés.
Mon amie Martine a fait la mise en forme, l'impression. Mon amie Yette a relu la version finale. Le deuxième élément, c'est l'acupuncture. Après chaque traitement à la rétine, l'acupuncture me redonnait de l'énergie car ces traitements m'étaient invasifs et me drainaient. Troisièmement, j'ai consulté en psychothérapie pendant plusieurs années afin d'intégrer mon handicap et de reconnaître mes limites. J'ai accompli beaucoup de choses dans ma vie par amour pour ce que je faisais et non par défi pour prouver que je pouvais faire comme les autres. Je crois que cette manière de penser m'a préservé de m'épuiser et que m'a permis de perdurer au travail. Au début de la quarantaine, c'est bien? Oui. Ah, c'est ça. Moi aussi. Au début de la quarantaine, tout s'est calmé pour moi avec l'arrivée de l'emploi au CHU Sainte-Justine en oncologie. Mon rêve, ce projet que j'avais tant eu à cœur allait se concrétiser. Ma course effrénée était maintenant terminée. On pourrait se poser la question, pourquoi avoir persévéré tant à travailler, 1, avec les enfants, 2, avec le cancer, et 3, à cet hôpital en particulier? Je me suis moi-même posé la question. Mes parents avaient pris soin de moi et je voulais donner au suivant. Très jeune, on se rappelle que j'ai été imprégnée de la réalité que l'on était mortel et que le cancer pouvait en être une cause. J'avais également une affaire à terminer avec Sainte-Justine. Pour y avoir séjourné en bas âge pour mes yeux, ma mère me racontait souvent que lorsqu'elle quittait le soir, je pleurais beaucoup. Donc, j'avais encore une boucle à attacher, celle de l'attachement avec le parent. Il n'y a donc pas de hasard si j'ai travaillé pendant 18 ans à nourrir les liens d'attachement afin de rendre un parent disponible à son enfant ou vice-versa par l'entremise de la musique. J'aimerais maintenant partager avec vous mes souvenirs de patients en fin de vie et de proches que la musique m'a permis d'accompagner afin d'apporter quiétude, réconfort et ressourcement. Nous savons tous que la musique réconforte. En voici 2 exemples, ou plus que 2 exemples, plusieurs exemples. Après avoir endormi un enfant de 9 ans au son de mon chant, la mère de me dire « Mon enfant dort, mais continuez de chanter. Votre voix est douce, ça me calme et m'apaise. » L'enfant est décédé 3 jours après que je sois intervenue auprès de ces gens. Un jour, je sortais du métro Mont-Royal et un homme m'a interpellée. « Je me rappelle de vous. Vous êtes venu jouer du violon pour ma mère aux soins palliatifs à l'hôpital juif. Ce soir-là, j'avais mon manteau sur le dos. Je me tenais sur le pas de la porte, me demandant si je devais partir ou rester. Vous m'avez conseillé de rester et de m'approcher de ma mère dans le coma. Vous lui avez joué du violon, mais c'est à moi que vous avez fait du bien. » Je voudrais aussi vous faire découvrir que le comportement de la personne malade en réponse à la musique peut avoir un impact positif chez les proches. Une dame me disait un jour, lorsque vous veniez jouer du violon pour ma mère aux soins palliatifs, elle nous disait des mots doux, elle nous disait qu'elle nous aimait, elle nous souriait. Mais en dehors de ces rencontres, elle était très difficile avec nous. Dans des moments intenses, les liens d'attachement peuvent être malmenés. Ici, la musique a nourri ces liens d'attachement de la mère à ses enfants et leur a permis à ces derniers d'emmagasiner de bons souvenirs pour la poursuite de leur deuil. Éric, 13 ans, est à son dernier stade de sa tumeur solide. Il est hospitalisé.
En raison de la progression de sa maladie, il peut prononcer qu'un mot à la fois et peut bouger uniquement, lever uniquement son bras droit légèrement. Lorsque j'entre dans la chambre, un silence lourd se fait sentir. Les parents et l'enfant sont alignés au mur à écouter la télé. Je me dis dans moi-même, comme pour filer le temps, celui de l'attente de la mort. J'entre avec une petite harpe portative et en jouant, je m'approche de l'enfant. En m'entendant jouer et en voyant la petite harpe, deux petits yeux expressifs et un sourire illuminent le visage de l'enfant. Les parents, émus et surpris, s'approchent de ce dernier afin de pouvoir prendre part à son plaisir immédiat. En voyant que la mère manifestait de la curiosité et de l'intérêt pour la petite harpe, j'ai déposé l'instrument dans ses mains et je l'ai encouragé juste à explorer les sons. Éric, en entendant sa mère jouer, il se met à rire. Il lève son bras valide pour vouloir lui aussi prendre part au jeu. La mère s'approche doucement de son enfant, prend sa main et l'aide à effleurer les cordes de l'instrument. De tous les temps, la musique rassemble. Ici, elle a rassemblé Éric et ses parents dans un moment unique, empreint de plaisir et aussi d'intimité. Les parents, à la fois rejoints par la musique et par le plaisir ressenti chez leur enfant, étaient très émus, où joie et peine se mélangent. C'est dans l'intensité du lien que s'inscrit souvent la précarité de la vie. Madame B. Madame B, 84 ans, a été, en phase terminale de son cancer du sein, a été admise aux soins palliatifs. Lorsque j'entre dans la chambre, elle me dit « Ma chère, je suis une spécialiste des soins palliatifs. J'ai accompagné mon mari il y a 2 ans. Je connais tout. J'entre à l'hôpital pour y attendre la mort. » Elle ne se doutait point qu'elle avait encore des choses à vivre, à exprimer et à partager, ne serait-ce que le moment présent. Un peu plus tard, je me suis approchée du poste des infirmières et je les ai informées que j'aimerais demander à Mme B pour prendre part à un reportage télévisé. Une infirmière me dit « Quoi? On bouge un coussin dans sa chambre puis elle s'énerve. Si tu penses qu'elle va dire oui, bonne chance. » Lorsque j'approchais les gens pour des reportages, je le faisais avec beaucoup de respect et je les considérais d'égal à égal, en leur demandant s'ils voulaient m'aider à éduquer les gens à la musicothérapie. Les gens m'ont toujours dit oui. C'est ainsi que Mme B a accepté de prendre part à ce reportage télévisé. Elle affectionnait tout particulièrement la chanson de Michel Richard « J'entends son violon ». J'entends son violon qui joue des airs d'autrefois pour moi. Cette chanson fait référence à la nostalgie de la chanteuse d'avoir perdu son père Tiblan Richard. Ici, Mme B s'identifiait au deuil de la chanteuse pour exprimer sa propre peine d'avoir perdu son conjoint il y a 2 ans et d'avoir à quitter ses enfants. Lors du tournage, avec beaucoup d'émotion, en me regardant dans les yeux et en pointant mon alto, elle a dit « J'entends ton violon qui me dit que tout n'est pas fini. » Tout à coup, les enfants de Mme B sont rentrés dans la chambre. « Maman, à TV! » Suite à la diffusion de ce reportage, les membres de la famille ont dit « On n'aurait jamais cru que notre mère pouvait s'exprimer ainsi. » Vous savez, on était nombreux quand on était jeunes. Elle a travaillé fort physiquement pour nous élever. Elle n'avait pas le temps pour ces choses. Vous voyez ici, au-delà de la personne malade, Mme B a révélé aux membres du personnel ainsi qu'à ses enfants une image saine d'elle-même encore insoupçonnée, celle d'une femme expressive, sensible, encore capable d'avoir des projets qui lui sont propres.
par l'entremise de la musique, elle a su transformer son expérience de la perte en une expérience ressourçante et significative, tout en laissant à ses enfants des souvenirs réconfortants. La chanson de ma mère, l'histoire d'Éric et celle de Madame B se retrouvent dans un article de la revue Frontières 2008, La musicothérapie en fin de vie, que j'ai publié, si vous voulez retourner à ces histoires. Ouais. En 2013, j'ai développé un glaucome néovasculaire. Ceci m'a mis rapidement en basse vision. Pour toute honnêteté, je n'étais plus dans ma profession de musicothérapeute à aider les petits-enfants. J'avais la sensation qu'on m'avait tiré le tapis de sous les pieds. Je n'avais jamais expérimenté si peu de vision. Je ne gambadais pas allègrement sur la rue. Tout au plus, j'allais prendre un café au coin pour être avec du monde. Ma famille, ainsi que mes amis, m'appelaient régulièrement. Pour cet été-là, j'ai cuvé ma tristesse en écoutant le CD de Barbara en boucle. Tous les jours, je parlais à mon œil en lui disant « Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu? » Comme vous voyez, je ronchonnais un peu, j'étais pas toujours triste. Hein? Après avoir passé tout un été à la maison, je me suis bien rendu compte que ça ne reviendrait pas. Alors, j'ai demandé à mon rétinologue de retourner au travail. Les intervenants de l'Institut Nazareth et Louis Braille m'ont supporté tant au travail que dans mes déplacements et à la maison. Ainsi, j'ai appris à écouter pour traverser les rues avec le sens de la circulation. Mon père doit bien se retourner dans sa tombe, lui qui, lorsque j'étais toute petite, s'est évertué, je dis bien évertué, à me faire regarder des deux côtés de la rue pour traverser parce que moi j'écoutais puis je fonçais. Il y a aussi le travail minutieux de Chantal Nicole pour adapter mon cellulaire et mon ordinateur d'une synthèse vocale, ainsi que de me donner accès aux livres parlés. En me réappropriant mon rôle de musicothérapeute, j'ai retrouvé un sentiment de normalité, ainsi qu'une forme de contrôle sur ma vie pour compenser ce que je ne pouvais contrôler, la perte de vision. Et le sentiment d'impuissance que j'avais ressenti lorsque confiné à la maison, ce sentiment que tout nous échappe, tel un savon qui nous glisse entre les doigts, s'était amoindri. Le fait de perdre la vision graduellement et d'avoir effectué un retour progressif au travail m'ont permis d'apprivoiser mes limitations visuelles petit à petit et ainsi de m'adapter au jour le jour. La bienveillance et la sollicitude de mes collègues de travail m'ont été d'une grande source de support et de réconfort. Je me sentais vivante parce que je me sentais en lien. Je me suis dit à moi-même que si j'étais demeurée à la maison, je me serais privée de cette attention bienfaisante de la part de mon entourage. Ne pouvant plus, ayant une vision si basse, je ne pouvais plus lire ma musique au sein d'un groupe. C'est ça, hein, Michel? J'ai donc dû cesser mon quatuor que je faisais depuis 10 ans, ainsi que l'orchestre que je faisais avec mon amie Martine. Ces activités m'apportaient un plaisir incontesté, un sentiment d'appartenance à un groupe, ainsi que des échanges de qualité. L'arrêt de ce passe-temps m'a grandement attristée. C'était tout un pan de ma vie sociale qui s'estompait. Afin d'amoindrir le sentiment de perte, j'ai poursuivi l'enseignement du violon pendant encore quelques années. J'ai cessé l'enseignement du violon à la fin de 2019, au moment où j'étais presque aveugle. Les relations
avec mes élèves qui s'étaient tissé au fil des années prenait fin. J'ai encore le souvenir de ma belle Rachel à qui j'ai enseigné pendant 15 ans, ainsi que ma petite famille de 3 sœurs que j'ai vues se rendre à l'adolescence parce que, petite, je les ai vues grandir pendant 7 ans. Mais il ne faudrait pas oublier que j'ai aussi enseigné aux parents de ces élèves. Eux autres aussi voulaient prendre part au gâteau. Tous ces beaux moments prenaient fin. Que me restait-il? Moi qui avais toujours su rebondir avec la musique. La venue de mon conjoint en 2015 m'a apporté une dimension relationnelle. Relationnelle, c'est beau lapsus, hein? Hey, une dimension relationnelle, c'est beau, oui, musicale insoupçonnée. Quel beau lapsus. On s'amuse, on s'amuse. Savez-vous quoi? Il m'a appris à danser le tango argentin. Alors, aujourd'hui, je peux encore me nourrir de la musique. Elle vibre encore à l'intérieur de moi, mais elle s'est transformée. Et je peux la partager avec Michel, ainsi qu'au sein d'une belle communauté qu'est le tango. Vous voyez, j'ai retrouvé un autre network social, hein, la communauté du tango. Alors, je vais vous faire le début d'un petit bout de la compartita de Motos Rodriguez. Elle a appris ça sans partition, complètement au son. J'espère. Après tant d'années d'avoir étudié en musique, là. Après avoir une carrière bien remplie, j'ai décidé de me retirer à la fin août 2023. Je voulais penser à moi, prendre la vie plus tranquillement et en profiter pleinement. Au repos, plusieurs de mes pertes me sont revenues à la conscience. Comme un ressasse, on aurait dit qu'elles se bousculaient dans le cadre de porte en même temps. Il y eut la perte de mes parents adoptifs, de mon œil, de ma vision, la cessation des rencontres avec mon rétinologue. Même M. Vérebèche s'est mis de la partie après tant d'années. Ce temps d'arrêt et de quiétude m'a prédisposé intérieurement à laisser venir la peine en lien à diverses pertes. Et cela s'est fait tout naturellement, ce n'était pas intentionnel. Christophe Faury. La nuit, lorsque je ne dormais pas, j'écoutais une musique de mon choix et les peines en lien aux diverses pertes que j'ai mentionnées venaient et je ne m'énervais pas, je les accueillais calmement une à la fois. Jean Montbourquette disait que de pleurer, c'est de s'allouer un moment de grâce. Nous revisitons, c'est ça, hein? Oui. Nous revisitons nos pertes tout au cours de notre vie, et ça différemment chaque fois. Nos peines, nos pertes demeurent avec nous. On ne peut pas enlever la peine. On peut s'en approcher, en prendre une distance pour mieux la regarder. C'est comme une danse, avec ses amplitudes, ses mouvements amples, avec ses petites inflexions ou avec ses contretemps.
Et notre danse se module au fil des événements et des étapes de notre vie. Dans la salle d'attente, c'est ça? Dans la salle d'attente du Dr Corriveau, j'ai rencontré l'humoriste, comédien, chanteur, M. Jean Lapointe. Nous nous sommes que très peu parlé, mais j'ai senti sa présence bienveillante. Comme j'étais toujours assis sur la chaise des bains malades, dans le coin près du Dr Corriveau, il venait s'asseoir à côté de moi et disait « Je m'en viens vous trouver ». Ces rencontres m'ont donné le goût de revisiter ces chansons et d'arrêter mon attention sur la chanson « Les fleurs malades ». En écoutant cette chanson, je me revoyais à la clinique de mon rétinologue, les jours où je venais en urgence, les jours où mon œil se détériorait. Et ces images me remettaient en contact avec ma peine, cette peine d'avoir perdu la vue, mon œil, et de ne plus être en lien avec le docteur Corriveau. Dans le contre-coup de la secousse, les émotions surviennent et s'expriment. En mode survie, je n'avais ni le temps, ni la disponibilité intérieure pour les vivre. En 2022, en raison de la douleur ressentie, j'ai demandé à ce que mon œil soit enlevé. De toute façon, la vision, c'était irréversible et physiquement, l'œil était en train, lui aussi, de mourir. Après la chirurgie, plus de docteur Corriveau. Je n'avais plus d'yeux, il n'y avait plus de raison de me voir. N'est-ce pas? C'est logique. Un immense vide s'est fait sentir. Je m'ennuyais de lui. Nous avions bâti une relation de plus de 40 ans. Il m'avait gardée voyante toutes ces années avec tout ce que la médecine pouvait offrir. Écoutons maintenant la chanson « Les fleurs malades ». Amenez-vous les fleurs malades, ce matin on va au soleil. Oui, c'est autour des fleurs malades de trouver au réveil un été sans pareil. Amenez-vous les fleurs malades, aujourd'hui on va au soleil. Les fleurs qui poussent dans les serres ne voient plus la fin de l'hiver. Elles s'inventent un printemps souverain et elles font leurs fleurs à l'envers. Quand on est sûr qu'elles sont perdues, qu'elles ne pousseront jamais plus, on les appelle à faire des fleurs du fond des jardins intérieurs. Vous savez, moi aussi, j'ai été comme ces fleurs malades de la chanson, car j'ai eu aussi ma chance d'aller au soleil. En 1979, lorsque mon premier œil a été enlevé, j'ai revu à nouveau le soleil et le ciel bleu sans douleur. Rappelez-vous, j'étais intolérante à la lumière à ce moment-là. En 2010, Dr Corriveau a enlevé une cataracte. C'était à l'autre œil, à l'œil gauche. J'ai encore revu le soleil et la plage turquoise. J'ai savouré ces chances de revoir le soleil. En 2021, lorsque j'ai perdu complètement la vue, j'étais triste. Mais je n'étais pas anéantie ni traumatisée, car j'avais pleinement profité de la vie comme voyante et savouré cette chance qui m'avait été donnée. Avec la cécité, j'ai dû aller puiser dans mon jardin intérieur à moi. Je ne pouvais plus voir avec mes yeux, mais je pouvais percevoir les non-dits, l'intonation des voix et par-dessus tout l'expression émotionnelle de mes patients dans leur musique. Étant une personne intuitive,
je fonctionnais déjà de cette façon avant. Donc, devenue non-voyante, je ne suis pas tombée en terrain inconnu. Comme le dit Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible à nos yeux. On ne voit bien qu'avec le cœur. Plusieurs jardiniers se sont trouvés sur mon chemin. Ces personnes qui ont pris soin, ces personnes bienveillantes qui ont pris soin de ma flore intérieure afin que je puisse continuer de fleurir dans mes accomplissements personnels et professionnels. Sans eux, je n'aurais pu accomplir tous ces beaux projets. Il y a aussi des amis qui ne sont pas nommés dans la présentation, qui sont dans l'ombre, mais qui ont été présentes tout au cours de ma vie. J'ai toujours été entourée de personnes soignantes ou d'amis ou de membres de ma famille. En conclusion, la musique, tel un fin tissage la musique à la musique à la fois un point d'ancrage et une bouée, m'a toujours permis de remonter à la surface, de me tenir à flot et de naviguer dans la traversée des pertes sans jamais perdre le cap. Ces matelots bienveillants qui se sont trouvés sur mon bateau ont permis que je puisse demeurer au gouvernail afin d'assurer à mes passagers, ces personnes que j'ai accompagnées, une traversée ressourçante, réconfortante, apaisante et stimulante. Peut-être que vous aussi, vous repartirez, en l'espérant, avec une image, une émotion, une sensation, une parole, une musique, ou autre, qui sait, pour la poursuite de votre parcours. J'arrive près de toi. Merci. Alors, je suis à côté de toi. C'est en montage, oui? Comment? Est-ce que je suis rentrée dans mon temps? Ah, je t'aurais écouté encore 2 heures. C'est presque gênant de venir t'interrompre parce que j'aurais vraiment passé encore 1 heure ou 2 à t'entendre. Je vais te dire comment je me sens, là. Je vais laisser monter les mots. Mais j'ai d'abord la tête en fleurs à cause de toi, grâce à toi. Mon cœur aussi rempli d'amour, parce que ce que tu nous as apporté ce soir, Nathalie, c'est très, très grand et c'est très précieux. Tu es une géante dans ta façon d'être. C'est extraordinaire ce que tu as dû aider les gens. En tout cas, ici, ce soir, tu en as peut-être aidé. Et moi, tu m'as aidé à aimer encore plus et à vouloir encore plus rendre service parce que ta gratitude, elle est tellement extraordinaire qu'on a envie, nous aussi, de devenir tout le temps de meilleures personnes. On s'aperçoit comment être tout simplement là, rendre service et écouter l'autre pour lui offrir le meilleur qu'on peut faire pour elle, pour lui. C'est tout ça que tu nous as appris. Tu nous as appris aussi que la transmission de nos parents, c'est donc puissant. Et ce que tu nous as appris beaucoup de choses ce soir. Et tu nous as aussi confirmé beaucoup de choses. Alors écoute,
je ne cesserai de te parler parce que tu es poète et puis on a envie de te parler avec musique, avec poésie, avec tendresse. Et je remercie Michel, beaucoup Michel. Quel compagnon de route, quel être extraordinaire. Et je suis, vraiment impressionné, le mot est faible, de voir qu'on peut posséder un texte de vie. Ça a beau être ton histoire que tu nous racontes, elle est incroyablement bien rendue. Il faut être pas mal génial pour parler comme tu l'as fait. Moi, je vais parler vendredi et j'ai écrit 9 pages et je passe mon temps à dire à ceux qui m'ont invité, je vais essayer de pas trop lire pour pas être ennuyante. Eh bien, tu vois, Nathalie, tu m'as donné le courage de lever mes yeux de mon texte vendredi puis d'essayer de parler le plus possible en le possédant, comme tu possèdes en toi la vie, l'amour et les mots et la musique. Pour tout cela, merci, puis on l'applaudit encore. Ah ben, je suis certaine qu'il y a des gens qui voudraient te poser une question, te faire un commentaire, que ce soit à la maison ou ici dans la salle. Tu mérites une fleur, comme tu nous en as donné beaucoup ce soir. On voudrait agrandir ton jardin comme tu as vraiment labouré le nôtre. Oui, oui. Alors, on va écouter les gens. Quelques personnes, je suis certaine, qui aimeraient te dire quelque chose. On va attendre, on va voir qui voudrait exprimer. Je pense que quelqu'un va déjà nous parler. Alors, bonsoir. Il se passe plusieurs commentaires en ligne, des beaux commentaires, donc je vais me permettre de les partager aussi. Il y a Linda, Nathalie, qui vous dit « Chère Nathalie, tu as su de nouveau m'émouvoir. Merci, tu respires la relation et la vie. » Il y a aussi Marie qui nous dit « Bravo Nathalie, tu continues d'être une source d'inspiration constante pour moi. » Et puis, on a aussi Suzanne et Dominique qui disent « Bravo Nathalie, quelle poésie, quelle philosophie de vie. Tu es un modèle pour des personnes qui vivent des pertes au fur et à mesure de leur vie. Merci Nathalie et Michel, entre parenthèses. » Et il y a Nicole qui vient juste d'ajouter « Un moment de grâce, une belle personne exceptionnelle, Nathalie. » Ça continue. Ah, merci. Merci Christine d'assurer cette transmission de parole. Grâce à toi, on peut entendre les gens de la maison et savoir qu'ils sont là bien avec nous. Merci beaucoup de faire ça avec nous. Est-ce qu'ici, présentement encore, oui, il y a quelqu'un qui voudrait parler, là? Allô Nathalie, c'est Laura. Donc, bien, je voulais te remercier pour le merveilleux stage que tu m'as offert et je suis extrêmement reconnaissante d'avoir été ta dernière stagiaire et aujourd'hui de pouvoir dire que travailler à Sainte-Justine en tant que musicothérapeute, c'est inspiré par la grande Nathalie Leduc. Oui. Ah oui, hein? C'est bon, c'est bon. Il y a de la suite, hein? C'est ça qui est formidable. Oui. Ah, mes amis. Ah, mes amis. Je te jure, moi, je suis sous le choc. Le choc de te retrouver parce que quand j'ai rencontré Nathalie, on ne s'est pas beaucoup côtoyé, mais juste un peu. C'était dans la trentaine, je courais. Ah oui, tu courais. Ah, quelle joie de te retrouver à cette étape-ci de nos vies. Hein? C'est incroyable, tout ça. Mais je crois retenir de tout ce que tu nous as dit, entre autres, là, que il y a eu, tu me permettras, je vais utiliser des mots et tu me diras si j'ai les bons mots pour décrire tout ce que ça a pris pour arriver là où tu es. D'abord, est-ce que tu es d'accord que ça a pris du courage? Ben oui. Oui, beaucoup d'efforts.
beaucoup de soins et de présence des autres. Ça, tu l'as reçu. Mais tu as donné. Et c'est comme si tu nous disais que c'est un beau cercle. On donne, on reçoit, on donne. C'est un peu ça que tu viens nous dire. Puis aussi, tu sais, on dit souvent, comme tu dis, ça prend beaucoup de courage, d'effort, mais je pense qu'à la base, il faut aimer ce que l'on fait. Oui. À la base, il faut aimer. J'ai étudié longtemps, mais je savais où je voulais en venir, puis c'est ça que je voulais, puis j'ai aimé faire ma profession. Oui, parce que tu étais à la bonne place, au bon endroit. Mais si tu aimes ce que tu fais, ça prend moins. C'est l'amour de ce que tu fais. Tu ne penses pas tous les jours en te levant que ça prend du courage. Ou, non. Tu te lèves parce que tu as hâte d'y aller. Oui, Exactement. Alors, d'avoir tant aimé la musique et la musicothérapie et l'accompagnement et l'enseignement, d'avoir tant aimé et apprécié tes mentors, tout ça te donnait le goût tout le temps de te lever malgré les épreuves. C'est ça. Oui. C'est un peu ça qu'est le message. Aimons ce qu'on choisit de faire et d'être. C'est ça. Tous les jours, quand on va se lever le matin, ce que l'on veut faire, il faut essayer de trouver une façon de faire ce qu'on aime. Parce que elle est là, la recette. Là. Oui. Après ça, c'est pas... c'est ça. Et oui, il y a quelqu'un. Très bien. Allô Nathalie, c'est Marianne. Oui. On a partagé une bonne quinzaine d'années à Sainte-Justine en dînant ensemble à tous les midis. Fait qu'on s'est accompagnés sur un bon bout de chemin de vie au quotidien comme ça. Puis je ressens beaucoup de gratitude de revisiter ton chemin en zoomant comme ça, en l'ayant fait comme un peu en temps réel, tu sais, de façon finalement qui était intime, vu que c'était au quotidien. Puis je suis comme vraiment touchée par... ce choix-là que tu faisais toujours, tu sais, puis que tu fais encore à travers les épreuves, les défis. Tu sais, moi, je l'ai vu, je l'ai senti, tu sais, au jour le jour, les défis d'adaptation qui étaient là. Puis toujours, tu avais toujours ce choix-là, par exemple, de ne pas couler dedans, tu sais, toujours d'être capable de vivre ce qui était difficile, mais en ayant vraiment ce choix-là de perspective, puis de ramer, tu sais, avec une certaine... De ramer ton canot avec aplomb, tu sais. C'était vraiment un choix que je t'ai toujours vu faire, de décider d'être correct, tu sais, de décider d'être correct en toutes circonstances. Puis je suis vraiment contente d'être là ce soir pour t'entendre faire cette célébration-là de ta vie, ton chemin, puis ton attitude, puis ton choix d'aimer ta vie, là. Merci. Bien, je pense aussi, je vais faire du pouce là-dessus, le fait que, tu sais, comme moi, je perdais la vision progressivement, mais le fait que tu aimes, si tu aimes ce que tu fais, tu es dans le présent. Hein? Tu le fais maintenant. Donc, le temps, tu avances dans le temps, mais tu es dans le présent. Donc, tu paniques pas pour ça va être quoi, tu sais. Tu sais. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Donc, moi, je veux dire, j'ai perdu au fur et à mesure, mais tous les jours, j'étais là, puis je m'adaptais au jour le jour. Je veux dire, au lieu de dire, ben, qu'est-ce que ça va être, ben... Tu n'étais pas dans l'appréhension. Non, ben, je vais rester chez nous. Je veux dire, non, j'étais là. Puis comme je disais aussi, le fait, comme Marianne, on dînait ensemble, j'étais là. Puis le fait d'avoir eu le courage d'y aller, j'étais entourée. Hein, par la sollicitude des gens, par la bienveillance. Ça fait que je me sentais vraiment bien entourée de ces gens-là qui m'apportaient. Tu sais. Tu t'es pas isolée. Je me suis pas isolée. Tu sais. La perte était là. J'avais besoin des fois. Les gens m'aidaient. Mais comme les gens m'aidaient, ben, je sentais la sollicitude et la bienveillance. Tu sais. Donc, je me sentais à l'intérieur vivante. Tu sais. Je sais pas comment dire, là, mais c'est ça. C'est très clair ce que tu nous dis. Oui. Oui, il y a une autre intervention. Bonjour, Nathalie. On s'est connus par personne interposée. Je suis la conjointe de Patrick, avec qui tu as travaillé. Tu as donné des beaux témoignages de fin de vie avec soit des adultes ou des enfants que tu as suivis en soins palliatifs. Je me demandais, tu as accompagné les gens dans leur deuil prochain de leur vie. Est-ce qu'on t'a approché pour accompagner
les enfants ou même des adultes dans leur deuil de leur sens, comme toi, par exemple, tu as perdu la vue. Est-ce que ça t'intéresserait ou tu as déjà été approché pour ça? Non, je n'ai jamais été approchée. J'ai jamais été approchée pour ça. Non. Je ne sais pas, je ne suis pas fermée, mais j'ai jamais. Non, j'ai toujours été vraiment dans le domaine médical, en soins palliatifs. Mais j'ai jamais été approchée à ce niveau-là. Oui, il y a quelqu'un. Oui, d'accord. Un instant, elle va revenir avec le micro. Merci. Alors, bonsoir Nathalie. Mon nom, c'est Denise. On ne se connaît pas du tout. Moi, c'est la toute première fois donc je te vois. Et moi, je voudrais aller sur un aspect plus personnel. C'est l'amour, l'ouverture du cœur et d'avoir été capable de laisser entrer quelqu'un dans ta vie. T'es passé du moment où je suis repliée, je ne veux pas rester dans ma maison et tout ça, à ouvrir ton cœur puis à dire OK, on va plus loin. Et, comment ça s'est passé pour toi et pour Michel? On vous a pas entendu à la maison jusqu'à l'été. À partir du début? Non, juste Non. la fin. Non, je pense qu'on a saisi. Alors, donc, au point de vue personnel, comment ça s'est passé pour toi dans ta vie? Et, Tu fais que moi, j'avais un handicap, puis Michel était avec moi, puis j'avais un handicap visuel. Il y a ça, mais aussi le fait que tu sois capable d'ouvrir dans ta vie. Avec même confiance. Nous, on n'a pas de handicap, puis on a de la difficulté à ouvrir. Ouais. Alors, comment toi et comment peut-être Michel t'a approché aussi? Là, ça m'intéresse. Merci. Tu mettras le micro tranquillement. C'est difficile à comprendre. C'est difficile à répondre. à répondre. Oui. Moi, je l'entends, Nathalie, comme quelqu'un qui te demande comment on fait pour avoir confiance quand on ne voit pas ou quand... comment on fait pour s'abandonner, au fond, à la personne qui va nous guider là, dans bien des choses. Ouais. Pour toi, c'était pas un souci, ça? Bien, Regarde, ce qui me vient à l'esprit, oui. C'est sûr que faut avoir confiance. Mais quand mettons, tu as une perte de vision, où j'ai passé ma vie, moi, mi-voyante, là, tu sais. Fait que c'est sûr que j'ai fait confiance. Quand j'embarquais dans un auto avec quelqu'un, je lâchais prise, parce que moi, je peux pas conduire, tu sais. C'est un peu la même chose, le tango. C'est Michel, c'est l'homme qui dirige. Là. C'est la même affaire. Si tu es quelqu'un qui veut être en contrôle, qui veut toujours garder le contrôle, ça ne marchera pas. Fait que c'est un peu que moi, dans la vie, ben c'est ça qu'en perdant la vision, ben j'ai appris à lâcher prise sur bien des choses, à arrêter, je m'enfarge pas dans les fleurs du tapis, puis les détails non plus, là, je regarde les choses dans l'ensemble. C'est pas parfait, mais j'ai fait mon possible, puis c'est comme ça, fait que de laisser entrer quelqu'un dans ma vie, ben je veux dire, j'avais confiance. Oui, c'est ça. C'est toute la question de confiance qui t'habite. Hein? Ouais, comme ça. tu as dit. Comme je l'ai dit, mes parents, ils avaient confiance. Ils ont eu confiance en toi. Ouais. Et puis, tu t'en es bien servi après. C'est ça. Mes parents ont eu confiance, ils m'ont aimé. Fait que maintenant, moi, j'ai confiance puis je suis capable d'aimer. C'est ça qui est beau. Mais oui, c'est ça la transmission. C'est ça. Oui. Est-ce qu'on peut demander quelque chose à Michel, si vous avez le goût? Hein? Oui. Je suis pas sûre de te le donner. J'ai-tu confiance? C'est juste pour vous donner une anecdote de tango. Quand j'ai suivi mes cours de tango de mon côté, on demandait à la partenaire féminine de fermer les yeux pendant un tango et s'abandonner complètement. Et Nathalie a fait ça tout naturellement, ça a bien été. Puis, quand on s'est rencontrés, pour répondre à la question de madame, elle était très ouverte, mais elle mettait les limites pas trop loin. Tu sais, c'est comme, mettons, mais il y avait des limites. C'était pas je m'ouvre complètement et tout. Elle y allait avec précaution. Elle est allée par étapes avant de me présenter à sa famille. Ça a pris un petit peu de temps. Fait que c'est comme,
c'est une manière de faire Graduelle. Très graduelle et toujours en contrôle de ce qu'elle fait. Donc, aussi. Et c'est un rythme qui était très correct avec toi. Oui, hein? Très bien. Comment tu nous parlerais de Nathalie? Qu'est-ce que tu dirais? Comment c'est vivre ensemble pour toi? Ça s'est fait tellement facilement, tellement naturellement. Vous avez l'air très en belle complicité. Oui, puis on fait du tango argentin, on fait du vélo en tandem, on embarque. Oui. Non, mais c'est que lui aussi, ça se fait à deux, ça. Hein? C'est pas juste moi qui s'ouvre, ça. Mais lui aussi, il était ouvert. Puis, si tu me permets, Michel aussi, dans sa famille, quelqu'un avait vécu un handicap, fait qu'il savait ce que c'était. Oui, oui. Donc, il était très attentif à ça. T'sais. Quand je rentrais chez moi, il ne laissait pas ses souliers dans le milieu de la place pour pas que je m'enfarge dedans. Oui. Fait qu'il replace les choses aux bonnes places. Puis, il n'y avait pas de... c'est comme moi, j'ai rencontré Michel sur les sites de rencontres. Puis, à un moment donné, je me promenais avec quelqu'un. Puis, la personne que j'avais rencontrée, elle dit « T'es sûr que tu as besoin de ça, ce bâton-là? » Ben, j'ai dit oui. J'ai dit « Si ça ne te convient pas, regarde. » Oui. Moi, j'en ai besoin, tu sais. Lui, ça n'a pas... moi, j'avais besoin de mon bâton, mes choses. Puis, tu sais, je veux dire, ça s'est fait... ça s'est comme tout imbriqué tout seul. Oui, je sais pas comment... Bien naturel. Bien naturel, mais il avait déjà été, comme on dit, sensibilisé à ça. Là. Ben ça oui. Mais ça s'est fait vraiment naturellement. Mm-hmm. Puis, ben, c'est ça, j'ai pas trop... pas trop travailler dans sa tête. Il faut être plus dans ce qu'on ressent, puis dans ce qu'on est chacun, dans puis dans ce qu'on peut s'offrir l'un et l'autre. Oui, c'est ça. Puis c'est comme il dit, on s'ouvre petit peu à petit peu. Hein? Oui. C'est comme ça. Là, absolument. Si on ouvre trop, après ça, on ne trouve plus les repères, on ne trouve plus rien. Mais oui. Il y a d'autres questions qui sont là pour toi. C'est à la maison. Oui, c'est en ligne. Puis je dois dire qu'il y a encore tellement plein de commentaires, des vagues d'amour qui rentrent. J'aimerais ça pouvoir tout vous lire. Mais je vais peut-être privilégier. Il y a 2 questions. Il y a Marjorie qui pose 2 questions. Je vais commencer avec sa première. Vous laissez répondre, puis je pourrai après ça vous lire sa 2e question. Elle demande, pour quelqu'un qui vit un deuil, comment peut-on utiliser la musique de façon simple et saine dans son quotidien, de façon thérapeutique? Bien, il ne faut pas trop se poser de questions. Moi, je pense qu'il faut aller avec les musiques qu'on préfère, qu'on aime, puis les écouter. Puis s'il vient une émotion, bien, on l'accueille. Comme je l'ai dit dans la présentation, c'est pas quelque chose de très mental, là, tu sais. C'est quelque chose dans le senti. On va avec les musiques. Il n'y a pas une musique qui est thérapeutique plus qu'une autre. C'est comme j'ai dit dans la présentation, une même chanson peut tous nous rejoindre, mais individuellement, chacun a sa tristesse. Tout à fait. Donc, faut faire ça simple. Là, ça peut être thérapeutique. Ça peut être, mettons... J'en ai pas parlé là, mais tu te réveilles le matin, puis tu sens le vide, puis la personne à côté de toi n'est plus là, puis ben, y a-t-il une musique qui pourrait t'accueillir le matin, qui pourrait te faire passer de la réalité du sommeil à la réalité de l'éveil en douce? Hein? Parce que la musique, c'est une transition. Hein? Ça nous fait passer d'une réalité à l'autre, comme dans la chanson de ma mère. Ça fait que ça peut être ça aussi. Si le réveil est trop brutal, y a quelque chose que je pourrais mettre qui pourrait me faire que je m'éveille en douce? Là? C'est vraiment dans le senti. Il n'y a pas de musique prescrite. C'est nos musiques à nous. Nos musiques, c'est comme moi, la chanson de ma jeunesse qui m'est revenue à la conscience. Ben, ça vous revient à la conscience, écoutez-la. Mais oui. C'est tout simple. Oui, merci, c'est bon. Oui. Mais peut-être que ça a déjà répondu, mais dans la partie complémentaire de la question de Marjorie, c'est qu'elle se demandait en quoi la musicothérapie se distingue d'une simple expérience émotive avec la musique. Je pense que vous avez un peu répondu. Et elle ajoute, à quel moment arrivons-nous dans un vrai travail thérapeutique? Je ne sais pas si vous vouliez ajouter. La musique en soi est thérapeutique. On va à un concert de l'OSM, on se sent bien, ça nous détend. Aujourd'hui, ma musique vous a rejoint dans vos peines. C'est thérapeutique en soi. Ce n'est pas une thérapie.
Là où la thérapie, c'est que tu utilises la musique avec un intervenant, un thérapeute qui va t'aider à processer ça. Tu sais. Que ce soit verbalement ou que ce soit en jouant la musique, parce qu'il y a deux modes d'expression. Mais la personne, si mettons, moi, j'ai quelqu'un en thérapie, puis la personne, elle joue du tambour, puis elle joue fort, puis elle est fâchée, bien moi, je vais l'accompagner dans sa colère, en la contenant avec cette même force de musique. Ça, c'est de la thérapie. OK? Ça, c'est comme, il faut être deux pour la thérapie. Pour que la personne, on peut recevoir ce que l'autre a à nous offrir, on peut rediriger, on peut contenir, organiser, on peut... C'est ça. Oui, oui. Je pense que vous vouliez dire, oui, OK, on va. Il y a quelqu'un à l'avant qui avait déjà demandé. Ah oui, d'accord. Il s'agit de venir près. Oui. Puis après ça, il y a quelqu'un ici, puis il y a peut-être quelqu'un là. On en aurait 3. Ben, on sait que ça doit terminer vers les 8h30, mais c'est pas moi qui va dire oh, on s'en va tout de suite là. Non. Je vous écoute, monsieur. Bonjour Nathalie, c'est Richard. Alors, j'étais un de ces probablement plus vieux élèves qu'elle a eu. Peut-être pas le plus vieux, mais pas loin en tout cas. Parce que j'ai commencé des cours de violon à 60 ans. Puis, quand ça a arrêté en 2019, après ça, il y a eu la pandémie, puis j'ai repris des cours de violon en 2022 et je continue. Je ne suis pas un très bon élève, mais je progresse. Parce que je ne pratique pas beaucoup, parce que j'ai plein d'autres activités, mais mon témoignage, c'était pour dire que c'est quoi la thérapie de la musique? Bien, la thérapie de la musique, elle peut être à plusieurs niveaux. Au niveau, je pense... intellectuelle, etc., c'est une très bonne thérapie. C'est pour ça que je continue à suivre des cours de violon. Ça vous fait du bien. Oui. Oui. Salut Nathalie. Oui. Puis de père en fille, moi non plus, je n'étais pas une très bonne élève. Là, c'est vous autres là, qui dites ça. Moi, on ne rentre pas là-dedans. Là. Moi, je t'ai enseigné pendant 15 ans quand même. Ben bon, avec les nombreuses fausses notes que j'ai faites, puis j'étais toujours impressionnée à quel point tu voyais pas grand-chose, mais tu étais capable d'entendre quand je faisais des fausses notes alors que moi, je les entendais pas, puis aussi, tu étais capable d'entendre quand je poussais ou je tirais mon archet. Ça aussi, ça m'a beaucoup impressionnée. Puis pour moi, comme j'ai jamais vu vraiment que tu avais un handicap, j'ai juste vu que tu avais des sens autres, d'autres atouts. C'est bien dit. Parce qu'on a tous nos propres atouts dans la vie, peu importe l'handicap, qu'il soit physique, neurologique ou autre. Oui. Puis tu m'impressionnes encore à ce jour. Puis je tenais aussi à te remercier de ces belles 15 années. Puis aussi à propos de la musicothérapie, à propos de la question, comme souvent, ben, un peu comme Nathalie a dit, c'est pas quelque chose qu'il faut penser, c'est un peu quelque chose qu'il faut que ça nous tombe dessus, ou des fois, c'est juste un hasard, puis des fois, il faut qu'il te tape à coups de claque. Mais souvent, c'est ça, ça finit quand tu veux entendre la musique dans ta vie, elle va venir à toi. Merci. Ici, Marie-Josée, monsieur ici. Chère Nathalie, je voudrais te remercier pour le témoignage d'amour et de reconnaissance pour cette chère Astrid et ce cher Miville. C'est des moments qu'on a vécu ensemble. Ils sont tous les deux encore là avec nous. C'est pas un deuil de tristesse, c'est un deuil de présence. Merci beaucoup, Nathalie. Vous faites partie de la famille. Oui. Oui. C'est mon beau-frère. Oui, beau-frère. En fait, je suis le beau-frère aîné de Nathalie. C'est lui qui venait au concert d'orchestre avec Christiane Sironi. Ah oui. Tu sais, il venait m'écouter à McGill, à mes concerts d'orchestre. Ah oui, ah oui. D'accord. Oui, merci, puis juste à côté, Marie-Josée, parce qu'il vient de loin, monsieur, il vient de Chicoutimi. Oui, bon. Dans la vie, j'avais 2 idoles. Je suis assis à côté de ma première idole. Puis Nathalie, c'est mon idole, par sa résilience, par son courage, sa détermination.
Elle m'a toujours épaté. Je l'ai suivi depuis qu'elle est au monde. Je l'ai gardé, je l'ai dodiché, je l'ai nourri, puis j'y faisais des cachettes. Mais pour moi, c'est quelqu'un de très proche. Quand mon père est décédé, j'ai pris le flambeau. Souvent, je l'ai l'accompagner, comme mon père faisait, à ses cours de violon. C'était l'hiver. Mon père disait, quand tu y vas, tu te couches dans le char, tu t'enveloppes avec la couverte qu'il y a là à côté, puis t'attends. Elle va revenir. Je l'ai faite, pas juste une fois. Oui. Oui. Puis, pour moi, c'est mon idole. Ah oui, hein? Oui. Je vous comprends. Puis j'espère partir avant elle. Je suis plus vieux qu'elle, j'ai 15 ans de plus. Puis de l'autre côté, je vais l'attendre. Ah! Avec mon père, ma mère, sa mère biologique, son père biologique, et tout le monde qui l'aimait. Ah! Je suis vraiment heureux de voir qu'elle est avec Michel. C'est un homme extraordinaire. Oui, on le sent. Puis vous manquez. Une belle chose d'aller voir danser le tango. C'était Ah oui, un hein? des plus beaux moments d'une réunion familiale chez Martine. Oui. Ma soeur après moi. Quand Michel a dit, maintenant, nous allons danser le tango pour vous. On a tout fait ça. Ah oui. On était... Oui, si on avait pu, Oui. on le refera une bonne Oui. fois. On le refera. Merci beaucoup, Nathalie. Merci d'être venu de si loin pour nous dire quelque chose d'aussi précieux. Non, vous nous dites quelque chose de Michel, il précieux. avait apporté les souliers de tango, il ne me l'avait pas dit. Il y a quand même une dernière, peut-être, intervention ou avant-dernière. Oui, ici, oui, c'est ça. Oui, on ne se connaît pas, mais votre témoignage m'a profondément ému. Et d'autant plus parce que, comme monsieur qui apprend la musique, qui a appris la musique à 60 ans, j'ai commencé à 65 ans à apprendre la musique alors que je ne connaissais rien. C'était le violon de mon père. Et à venir jusqu'ici, même ce soir, je me disais, qu'est-ce que je fais avec le violon? Je continue toujours mes cours. Je suis rendue à 80 ans. Et ce soir, c'est comme vous veniez me confirmer peut-être dans un rôle ou une tâche, peut-être que je faudrait que j'ose faire, parce que j'accompagne une amie en CHSLD. Et je rencontre beaucoup de gens qui ont des problèmes cognitifs. Et il y a une phrase qui m'est restée gravée, que je vais conserver. Vous avez dit « Je me sentais vivante car j'étais en lien ». Et je me disais, si par hasard, avec la musique, j'entrais en relation avec ces gens qu'actuellement, je leur dis bonjour, mais je ne sais pas trop comment les rejoindre, peut-être que ce soir, je repars avec un questionnement, peut-être exécuter quelque chose. Et ce qui m'a frappé, vous avez parlé de la chanson « J'entends son violon ». La semaine dernière, ma prof m'a dit « Mais semble que tu devrais aimer cette chanson-là, c'est le violon de ton père. » Et effectivement, j'apprends, je connais la musique maintenant de cette chanson. Et il va y avoir un concert. Elle dit, je vais faire un concert au CHSLD. Tu devrais jouer cette mélodie. Alors, je pars avec toute la richesse que vous avez donnée ce soir et je vais continuer à mûrir ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup. Formidable. Hein? Oui. Eh bien, je pense que malheureusement, comme l'heure avance et puis qu'on veut aussi libérer certaines personnes, je vous remercie d'être venu ce soir. Je vous remercie d'avoir été aussi à l'écoute d'un témoignage percutant qu'on va porter longtemps dans notre cœur. Et je vous dis que la prochaine soirée rencontre, comme Biro l'a mentionné, ce sera en septembre, mais il y aura d'autres activités. Soyez au rendez-vous sur infodeuil.ca, vérifiez les activités et on se retrouve dans ces occasions-là. Mon mot merci, à chaque fois que j'ai des rencontres qui me bouleversent et qui vont me rester toute ma vie,
je me dis, merci, c'est donc bien un mot petit. Mais il est grand, grand, grand comme le ciel, mon merci. Et vraiment, c'est très beau ce que tu es venu nous dire. Merci. Merci. Ben, je me suis fait aussi un cadeau en le faisant. Oui. À moi-même. Oui. L'écrire, tout ça, ça a quand même. C'est demandant, c'est soi. Ah oui, je comprends. Je me suis fait un beau cadeau Ah, oui. en montant cette présentation-là. Oui. Mais en tout cas, bravo, puis surtout dans cette capacité de tout formuler ça. Merci. Alors, rentrez doucement à la maison, puis